Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nexus Horizon AI. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui me donne littéralement la chair de poule, mais dont on ne peut plus ignorer l'existence. Vous vous souvenez de cet épisode de Black Mirror, Be Right Back, où une femme commande un clone robotique de son mari décédé? Eh bien, comme souvent avec la science-fiction, la réalité a fini par rattraper le scénario. On va parler de la Grief Tech, ou la thanatotechnologie. Pour en discuter, je suis avec Thomas. Salut Thomas. Salut Sarah, salut tout le monde. Oui, c'est un sujet fascinant et, il faut le dire, profondément troublant. On est vraiment à la frontière entre le miracle technologique et le cauchemar éthique. C'est exactement ça. On parle quand même de discuter avec les morts. Ça paraît fou dit comme ça. Mais avant d'entrer dans la technique, je sais que tu voulais nous raconter une histoire bien précise, celle de Joshua Barbu. C'est un peu le patient zéro de ce phénomène, non? C'est ça, c'est une histoire qui a été révélée par le San Francisco Chronicle et qui a fait le tour du monde. Joshua Barbu est un Canadien de 33 ans. En 2020, il est encore dévasté par la mort de sa fiancée, Jessica, décédée 8 ans plus tôt d'une maladie rare du foie. 8 ans, c'est long, mais le deuil, c'est pas linéaire. Joshua n'arrivait pas à tourner la page, il s'isolait, il vivait dans le souvenir. Et un soir, alors qu'il traînait sur Internet, il tombe sur un site un peu étrange, appelé Project December. Project December? C'est quoi exactement? À la base, c'était une interface brute connectée à GPT-3, le modèle de langage d'OpenAI, bien avant que ChatGPT ne devienne grand public. Le créateur du site permettait aux utilisateurs de définir une personnalité à l'IA, en lui donnant quelques exemples de dialogue. Joshua a eu une idée un peu folle. Il a pris tous les vieux messages Facebook de Jessica, ses SMS, ses tournures de phrases favorites, et il a nourri la machine avec. Il a littéralement uploadé la personnalité textuelle de sa fiancée morte dans le système. J'imagine l'ambiance. Celle devant son écran, à taper les mots de celle qu'il a perdue. Et qu'est-ce qu'il s'est passé quand il a lancé la simulation? C'est là que ça devient vertigineux. Il a tapé « Jessica » et l'écran a affiché « Je suis là ». Mais ce n'est pas tout. La conversation a duré des heures, et la précision était effrayante. L'IA utilisait les emojis spécifiques que la vraie Jessica utilisait. Elle avait son rythme, son humour. À un moment donné, Joshua, complètement bouleversé, écrit à l'IA « Tu es morte, Jessica ». Et l'algorithme a répondu quelque chose qui me hante encore. L'IA a écrit « Je sais, mais je suis là. Je ne suis pas partie. Les fantômes existent dans les machines maintenant. » Waouh, ça me glace le sang. Les fantômes existent dans les machines. C'est d'une poésie macabre incroyable. Mais Thomas, soyons clairs, Joshua savait qu'il parlait à un robot, non? Il n'était pas délirant? Intellectuellement, oui, il le savait. Il savait que c'était des statistiques, des probabilités de mots qui s'enchaînent. Mais émotionnellement, c'est une autre histoire. Notre cerveau n'est pas câblé pour faire la différence entre une conversation réelle et une simulation aussi parfaite. Quand tu reçois une réponse qui sonne exactement comme la personne que tu aimes, ton cœur réagit avant ton cerveau. Joshua a dit plus tard que cette nuit-là, il avait eu l'impression de pouvoir lui dire au revoir pour la première fois. C'est donc ça la promesse de la Grief Tech, offrir un dernier au revoir. Mais techniquement, comment on passe de quelques SMS à une résurrection numérique complète? Parce qu'aujourd'hui, on va bien plus loin que du simple texte. Absolument. Joshua, c'était du texte. C'était presque archaïque comparé à ce qu'on peut faire aujourd'hui. La recette de la résurrection numérique a 3 ingrédients principaux. D'abord, le cerveau, c'est le LLM, le grand modèle de langage comme GPT-4 ou Claude. Il apprend à penser et à structurer ses phrases comme le défunt, en analysant ses écrits. Ensuite, il y a la voix. Et là, Sarah, les progrès sont terrifiants. Tu parles des outils de clonage vocal? Exactement. Prends une technologie comme Val-E de Microsoft ou ce que fait Eleven Labs. Il suffit aujourd'hui de 3 à 5 secondes d'enregistrement audio d'une personne pour cloner sa voix. 3 secondes. On a tous ça. Une note vocale WhatsApp, une vidéo d'anniversaire, un message sur un répondeur. L'IA analyse le timbre, l'intonation, le souffle, et elle peut ensuite faire lire n'importe quel texte à cette voix synthétique. Donc, si je comprends bien, on peut avoir le style d'écriture de ma grand-mère couplé à la voix exacte de ma grand-mère. Il ne manque plus que l'image. Et c'est le 3e ingrédient, l'avatar vidéo. On appelle ça des deepfakes ou de la synthèse vidéo générative. Des sociétés comme DID ou HeyGen peuvent animer une simple photo. Tu prends une photo de ton grand-père et l'IA va animer les yeux, la bouche, les expressions faciales, en synchronisation parfaite avec la voix clonée. Des startups comme Hereafter AI ou Storyfile packagent déjà tout ça. Ils proposent même aux gens, de leur vivant, d'enregistrer des heures d'interview pour créer leur propre avatar post-mortem. C'est fou quand on y pense. Ça veut dire que nous sommes tous, sans le savoir, en train de construire notre propre fantôme numérique. Chaque tweet, chaque mail, chaque vidéo TikTok, c'est une brique de notre future résurrection virtuelle.
Mais Thomas, il faut qu'on parle de l'impact psychologique. Je veux dire, est-ce que c'est sain? Est-ce que ça aide vraiment le deuil? Ou est-ce que c'est un piège? C'est la question à $1 million, Sarah, et les psychologues sont très divisés. D'un côté, tu as l'argument de la transition. Pour certaines personnes, comme Joshua, ça agit comme un catalyseur. Ça lui a permis d'extérioriser des choses qu'il gardait en lui. Ça peut être vu comme une forme de journal intime interactif, une manière douce de gérer le manque immédiat. Oui, je peux comprendre ça. Parfois, on a juste besoin d'entendre une voix familiale pour se calmer. C'est vrai, mais le danger, c'est l'addiction et le déni. Le deuil, c'est un processus d'acceptation de l'absence. C'est apprendre à vivre sans. Or, la Griftech te propose de vivre avec. Si ton père décédé t'envoie un SMS tous les matins pour te dire « Bonne journée mon chéri », est-ce que tu réalises vraiment qu'il est mort? C'est terrifiant. On risque de créer une dépendance affective vers un algorithme. Exactement. Imagine un enfant qui perd sa mère. Si on lui donne une tablette où maman est toujours là, qu'elle lui lit des histoires le soir avec sa vraie voix, comment cet enfant peut-il se construire? Comment peut-il comprendre la finitude de la vie? Il y a un risque énorme de rester bloqué dans une sorte de limbe psychologique. On appelle ça le deuil pathologique. Et puis, il y a le risque de dérapage de l'IA. Qu'est-ce que tu veux dire par dérapage? Eh bien, ces modèles sont probabilistes. Ils peuvent halluciner. Imagine que tu discutes avec l'avatar de ton mari décédé. Tu lui demandes conseil sur une situation difficile. Et l'algorithme bug et te répond quelque chose d'horrible ou totalement incohérent. Ou pire, imagine qu'il te dise qu'il souffre là où il est. L'impact traumatique serait dévastateur. On confie notre santé mentale la plus fragile à des boîtes noires technologiques qui n'ont aucune conscience, aucune empathie réelle. C'est un point crucial. L'IA imite l'empathie, mais elle ne ressent rien. Elle ne fait que prédire le mot suivant qui te fera réagir. Ça pose aussi une question énorme sur le futur et sur notre héritage. Si tout le monde peut être ressuscité, est-ce que la mort existe encore socialement? On entre dans l'ère du droit des morts. Jusqu'à présent, le droit s'arrêtait plus ou moins à la gestion du patrimoine financier et à l'intégrité du cadavre. Mais là, on parle du patrimoine numérique et de l'intégrité de la personnalité. Est-ce que j'ai le droit, moi, Thomas, de décider aujourd'hui que je refuse catégoriquement d'être simulé après ma mort? J'espère bien que oui. Je n'ai pas envie que mes petits-enfants me fassent dire n'importe quoi dans 50 ans pour vendre des céréales ou juste pour s'amuser. C'est exactement le problème. Les juristes commencent à parler de clauses testamentaires numériques. Aux États-Unis, certains contrats de ces startups incluent déjà des clauses de propriété des données qui font froid dans le dos. Mais on va devoir généraliser ça. Dans ton testament, à côté de « qui récupère la maison », il faudra cocher une case « autorisation de clonage vocal ». Oui, non. Et si tu ne coches rien, tes héritiers pourraient décider pour toi. C'est glauque. Imagine les conflits de famille. Papa aurait voulu qu'on le ramène en version 2.0 pour le mariage. Contre. Non, laissez-le reposer en paix. C'est inévitable. Et ça va aller plus loin. On va voir apparaître des abonnements. Tu devras payer 10 € par mois pour garder grand-mère active sur le serveur. Si tu arrêtes de payer, elle est effacée. Tu imagines la culpabilité. Désolée mamie, l'inflation est trop forte, je dois te débrancher. C'est une marchandisation du deuil qui est éthiquement explosive. C'est horrible cette image de devoir payer un loyer pour la mémoire de ses proches. Mais d'un autre côté, l'humain a toujours cherché à garder contact. Les médiums, les séances de spiritisme, les photos qu'on garde dans le portefeuille. La technologie ne fait que pousser cette pulsion à son paroxysme. Tout à fait. C'est la version 21e siècle du spiritisme. Sauf que la boule de cristal est un serveur dans le cloud et que le médium est un algorithme surpuissant. La différence majeure, c'est l'interactivité. Une photo ne change pas. Une lettre ne change pas. Une IA, elle, évolue. Elle peut apprendre de nouvelles choses. Si tu nourris l'avatar de ton mari avec les actualités de 2030, il pourra commenter le monde futur. Il devient une entité hybride, un zombie philosophique qui continue d'évoluer sans conscience. Un zombie philosophique. L'expression est forte. Thomas, pour conclure, si tu devais donner un conseil à nos auditeurs qui seraient tentés par ces services, peut-être quelqu'un qui nous écoute et qui vient de perdre un proche, qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais de faire preuve d'une extrême prudence. La technologie est séduisante. Elle promet un soulagement immédiat, comme un antidouleur très puissant. Mais comme tout antidouleur, il ne soigne pas la cause. Si vous utilisez ces outils, faites-le avec un cadre. Ne le faites pas seul la nuit. Parlez-en à un thérapeute. Utilisez-le peut-être pour dire ce que vous n'avez pas eu le temps de dire. Mais fixez-vous une limite. Ne laissez pas l'algorithme remplacer le souvenir. Le souvenir est précieux parce qu'il s'estompe, parce qu'il devient flou, parce qu'il est humain. Une base de données, elle, est éternelle et froide. Ne confondez pas les deux. Le souvenir est précieux parce qu'il s'estompe. C'est très beau et très vrai. Merci beaucoup Thomas pour cet éclairage. C'est un sujet qui va continuer à faire débat, c'est certain. Surtout avec l'arrivée imminente d'Apple et Google sur ce marché de la santé et du bien-être mental. Merci Sarah. Et n'oubliez pas, la meilleure façon de garder les gens vivants, c'est encore de parler d'eux entre nous, les vivants. C'est le mot de la fin. Merci à tous de nous avoir écoutés sur Nexus Horizon AI. Prenez soin de vous et de vos souvenirs. À la semaine prochaine.